Voici le menu de la présentation d'aujourd'hui. Nous allons amorcer avec un détour interprétatif comme mise en bouche. Nous allons poursuivre avec les fondements théoriques de l'interprétation dans les documents ministériels. Nous allons statuer sur ce qu'est interpréter et comprendre. On enchaîne avec des présentations d'œuvres littéraires permettant d'interpréter en classe avec nos élèves. Nous allons nous attarder au rapport texte-image qui est très intéressant pour l'interprétation. 3 pistes interprétatives avec des albums vous seront présentées pour le 2e et 3e cycle. Nous terminerons avec une conclusion et dans les ressources, vous trouverez toutes sortes de sites internet et de liens qui vous mèneront vers des sélections d'œuvres intéressantes et vous trouverez aussi une bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin dans votre découverte de ce qu'est l'interprétation. Avant d'aller un peu plus loin, je vous offre la citation suivante. C'est un phare qui va éclairer la formation. Gardez bien ceci en tête. Ce qui importe, ce n'est pas de lire, mais de relire. De Georges-Louis Borges. Premier détour interprétatif. On vous présente une image qui est tirée des mystères d'Aris Burdick de Chris Van Allsburg. Que représente cette image pour vous? On y voit une chambre peut-être, avec un mur recouvert d'un papier peint, d'où un oiseau semble vouloir s'envoler. La fenêtre ouverte, laissant passer un courant d'air, fait bouger un rideau. Alors, selon notre expérience, nos connaissances antérieures ou notre contexte socio-culturel, on va interpréter différemment ce que cette image représente pour nous. Pour certaines personnes, le message pourrait être se différencier, oser être différent, ne plus suivre le courant, changer d'habitude. Pour d'autres personnes, ça pourrait être s'incarner, prendre corps, accepter son état matériel. Pour d'autres, c'est peut-être un chemin vers un retour vers une passion, reprendre une activité qu'on avait abandonnée. Bref, etc. Petit premier détour interprétatif pour vous montrer à quel point on va lire le texte, on va lire les illustrations à partir de qui l'on est. Tauvron nous offre dans cette citation une façon d'éclairer ce qu'on vient d'expérimenter avec l'interprétation de la toile des mystères d'Aris Burdick. La citation est la suivante. Il n'existe pas de texte littéraire indépendamment de la subjectivité de celui qui le lit. C'est le lecteur qui vient achever l'œuvre et refermer le monde qu'elle ouvre. L'interprétation est un équilibre entre les droits du lecteur et les droits du texte ou de l'auteur. Nous avons évoqué précédemment les droits du texte et du lecteur. Bien sûr, il y a un équilibre à trouver pour interpréter. La compréhension doit être là et l'interprétation doit respecter les droits du texte tout en permettant au lecteur de participer activement pour créer l'interprétation. Voici le deuxième détour interprétatif, nommé les 6 aveugles et l'éléphant. Ainsi va cette fable. 6 aveugles instruits et curieux désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier aveugle palpe le ventre, vaste et robuste, et le compare à un mur. Le second trouve les défenses de ses mains, qu'il décrit comme étant rondes, lisses et pointues, comme une lance. Le troisième s'exclame que l'éléphant est comme un serpent en touchant sa trompe ondulante. Le quatrième tâte les genoux et les trouve rugueux comme un arbre. Le cinquième, par hasard, palpe les oreilles. Pour lui, un éléphant est un éventail. Le sixième, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient être exact. Interpréter, retenons-le, c'est trouver les signes et les symboles dans le texte ou les illustrations. Mais les interprétations doivent être en accord avec les droits de l'auteur. Dans la fable qu'on vient de lire, les aveugles n'avaient pas une compréhension globale de l'éléphant. Leur interprétation s'en est trouvée morcelée. Irwin et Baker prétendent que le bagage de connaissances du lecteur est le facteur principal dans la compréhension. Dans un tel contexte d'apprentissage, le lecteur visualise le contenu lu, il fait des prédictions sur ce qui s'en vient, il compare avec ce qu'il connaît
Il questionne le contenu, l'évalue, le commente, le synthétise. Ce qu'il faut retenir et se rappeler, c'est que pour comprendre, il faut se distancier et développer une vision d'ensemble du texte, de l'œuvre, de l'illustration. Sinon, on risque d'avoir un éléphant fait de pièces disparates qui n'ont pas de lien cohérent, et c'est important de dire cohérent, avec l'œuvre, son tout, comme avec l'éléphant. Tout au long de la présentation, nous verrons comment l'interprétation et la compréhension s'enrichissent l'un et l'autre. En effet, en classe, on ne peut pas laisser les élèves emprunter des chemins interprétatifs qui ne soient pas cohérents et qui ne s'appuient pas sur les possibles offerts dans le texte et les illustrations. Il faut montrer aux élèves que certes, on part de ce qu'on connaît, comme dans la fable des aveugles, mais qu'il faut relier les indices ensemble et construire aussi une vision globale qui respecte les droits de l'auteur, les droits du texte pour la compréhension. La compréhension, c'est partir du texte pour s'en éloigner et avoir une vision d'ensemble. Tandis que l'interprétation, c'est collecter des signes, des symboles dans le texte et les illustrations pour faire naître des pluriels interprétatifs à partir du monde du lecteur qui est confronté en une œuvre sans trahir toutefois le contenu voulu par l'auteur. Voici le troisième et dernier détour interprétatif de ce qu'est l'interprétation. C'est un pluriel des visions. Lorsqu'on monte, par exemple, un meuble IKEA, notre objectif, bien sûr, c'est de comprendre le plan. Les photos présentées dans cette diapo sont plutôt de l'ordre de l'interprétation, de la création. En effet, on n'interprète pas le montage si on veut avoir une chaise dont la fonction est de s'asseoir sans risquer de tomber ou de se blesser. Avec des lunettes axées sur la compréhension, ces montages laissent à désirer. Par contre, pour les créatifs, ces photos montrent comment, avec des indices, on peut créer une nouvelle forme, des chaises farfelues, c'est-à-dire interpréter. Il y a une mise en garde. Dans un texte, tout n'est pas interprétable, mais il faut parfois faire place à la créativité pour dégager l'interprétation d'une œuvre. Partons d'un exemple littéraire qui offre des choix interprétatifs. Nous pourrions voir l'histoire de La Belle et la Bête comme une fable où l'on démontre l'importance d'aimer avec les yeux du cœur et non pas juste avec les yeux physiques. C'est une interprétation. Une autre pourrait être de faire émerger la symbolique incarnée par la bête qui représente le côté animal à reconnaître et à accepter en nous pour cheminer intérieurement en cours de notre vie. Dans les deux interprétations de La Belle et la Bête, j'ai des indices prélevés dans le texte qui peuvent me permettre ces interprétations tout en respectant les droits du texte. On peut résumer nos 3 détours interprétatifs comme ceci. La compréhension et l'interprétation partagent des traits communs, c'est-à-dire que ces 2 composantes de la compétence en lecture demandent de prélever des indices et de tisser des liens. Du côté de l'interprétation, ce qui est plus spécifique à cette composante de la lecture, c'est qu'on cherche le message de l'auteur. On veut déterrer, identifier les symbolismes. Ça se fait en confrontant ces interprétations à celles des autres. C'est important de se rappeler que l'interprétation est toujours dans un contexte particulier. Les références culturelles sont très importantes à mettre en perspective et sur la table. Et il faut se rappeler que le lecteur va se baser sur ses connaissances personnelles et son vécu antérieur. Maintenant, nous allons aller voir dans les programmes ce qu'on dit de l'interprétation. Dans les programmes aussi du domaine des arts, parce que si vous êtes responsable d'une discipline artistique, les liens entre les programmes des arts et ceux de français se complètent et se répondent. Interpréter vise en art à découvrir les langages symboliques, à s'ouvrir sur le monde de la sensibilité, de la subjectivité, de la créativité, à découvrir la construction et la signification des choses. En art, on va partir d'images. Les images offrent de multiples possibilités d'exploitation et c'est pourquoi, en français, on va proposer aussi de travailler l'interprétation à partir d'albums en premier lieu pour ensuite être capable de migrer avec les romans, les bandes dessinées, parce que le rapport texte-image est une grande source pour nourrir autant la compréhension que l'interprétation d'une œuvre. On reviendra au rapport texte-image plus tard. On va continuer notre petit survol. Maintenant, on va aller voir ce que dit le programme de formation de l'École québécoise en français.
Que disent les documents ministériels en termes d'interprétation? Allons consulter le programme de français langue d'enseignement et jetons un coup d'œil aux attentes de fin de cycle au deuxième cycle. Pour ce qui est de la lecture des textes variés, l'important est de mettre les élèves en contact avec des œuvres variées, de les amener à construire leur compréhension, autant explicite qu'implicite, et de porter une attention particulière au développement de la réaction. Notez que le travail interprétatif qui se développe tout au long de la scolarité est la composante phare du troisième cycle, mais sera bien sûr travaillé au premier et deuxième cycle. Où allons-nous trouver un complément d'information qui nous indiquera quel travail interprétatif est attendu chez l'élève de manière spécifique? Je vous invite à consulter la diapositive suivante pour la réponse. Et oui, c'est en consultant la progression des apprentissages au primaire en français, langue d'enseignement, à la page 74, qu'on voit ce qui est à travailler en interprétation. Le libellé A est étoilé en quatrième année et est fléché dès la première année. On invite les élèves à se construire une interprétation personnelle d'un texte. Le libellé D, I, on invite les élèves à défendre leur interprétation personnelle en donnant des raisons, des arguments. C'est un contenu qui est étoilé à la fin du deuxième cycle. Bien sûr, on encourage nos élèves au libellé D, 2I à s'appuyer sur des extraits du texte, puisque le contenu fléché commence au deuxième cycle et est étoilé dès la cinquième année. Pour le troisième cycle, dans le programme de français langue d'enseignement au primaire, lorsqu'on regarde les attentes de fin de cycle pour la lecture des textes variés, en un coup d'œil, on réalise que on s'attend à ce que ces élèves-là, à la fin du troisième cycle, maîtrisent différentes stratégies pour saisir l'explicite et l'implicite et qu'ils devront vivre des situations où ils ont l'occasion de confronter avec leur père leur compréhension, leur réaction et leur interprétation personnelle des textes. Tout au long de la présentation aujourd'hui, vous verrez que les échanges sous forme de discussion seront mis de l'avant parce que s'exprimer oralement permet d'avoir accès à ses pensées, même si elles sont encore à l'état embryonnaire. Porter et partager des interprétations auprès d'un public permet à l'élève de recevoir une rétroaction, un reflet, un appui qui va permettre de faire évoluer son interprétation. Encore une fois, c'est en consultant la progression des apprentissages au primaire en français, langue d'enseignement à la page 74, qu'on peut observer la grande place qui est accordée aux échanges pour faire naître l'interprétation. Alors, si on s'attarde au troisième cycle, on voit que les élèves peaufinent leur interprétation. En observant le libellé B, on invite les élèves à vérifier s'il n'y a pas de contradiction dans le texte avec l'interprétation retenue. C'est un contenu étoilé en cinquième année. Au libellé C, on invite les élèves à explorer différentes interprétations d'un même texte en s'ouvrant aux interprétations d'autres personnes. Contenu étoilé en sixième année. Le libellé E, négocier au besoin une interprétation qui fasse l'unanimité, et le libellé F, confirmer, nuancer ou changer son interprétation à la suite d'échanges. On voit à quel point la place à la discussion est présente et s'avère un outil phare pour travailler l'interprétation en classe. On ne peut passer à côté du cadre d'évaluation des apprentissages en français pour la compétence lire des textes variés qui est quand même somme toute éclairant. Si on regarde les éléments favorisant la compréhension des critères, on s'en va au deuxième rectangle bleu, interprétation plausible d'un texte. Ici, c'est très important de s'attarder à l'adjectif plausible. Ça renvoie à ce qui était expliqué dans le libellé de la progression des apprentissages au 1.2b où on précisait qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'interprétation et le contenu du texte. Ensuite, ce que le cadre des évaluations nous renseigne et nous apporte comme indication, c'est que l'interprétation n'est évaluée qu'au troisième cycle du primaire. Mais c'est pourquoi on commence dès le premier cycle à l'enseigner pour être en mesure de l'évaluer adéquatement au troisième cycle.
Ce dont il faut tenir compte lors de l'évaluation, c'est de prendre le temps d'observer chez l'élève une interprétation personnelle qui s'appuie sur le texte et sur les fameux repères culturels. En effet, une œuvre est toujours comprise et interprétée avec les filtres, les contextes propres à une culture à un moment précis de l'histoire. Falardeau nous offre deux définitions de la compréhension et de l'interprétation qui sont juxtaposées ici sur la diapositive et qui nous aident à avoir une bonne vision de ce qu'est la compréhension et l'interprétation. Comprendre, c'est construire du sens à partir des éléments explicites et implicites. Le sens, c'est partie intrinsèque du texte. Le lecteur est invité à dégager un sens global et on respecte les droits de l'auteur. Si on va à droite dans le rectangle d'interprétation, on voit que interpréter, c'est le pluriel du texte, les différentes avenues qui s'offrent à nous. La signification va être extrinsèque, elle va être extérieure au texte. Elle va faire partie de nous, de notre culture, de notre connaissance antérieure. Il va falloir tisser des liens. En fait, c'est le lecteur qui cherche à produire des signes à partir de ceux qu'il va percevoir dans le texte ou les illustrations. Et bien sûr, c'est le fameux équilibre entre les droits du texte et les droits du lecteur. Maintenant, on peut s'attarder à une problématique qui est assez courante chez les enseignants. Comment choisir une œuvre littéraire pour soutenir l'interprétation? Turgeon, dans ses travaux, nous offre une façon de distinguer différents types de problèmes dans les œuvres. Donc, ça peut être une paire de lunettes qu'on met qui peut nous aider à percevoir s'il y a un peu beaucoup d'interprétation dans une œuvre. Les œuvres qui posent un problème d'interprétation, on appelle ces œuvres proliférantes, c'est-à-dire que les œuvres ont comme été écrites pour poser des problèmes d'interprétation. Quand dans les mots, les phrases, les non-dits, il y a des ambiguïtés, des contradictions qui entraînent une lecture à plusieurs sens et donc une activité interprétative. Si je résume, il y a comme plusieurs réponses possibles. Donc, ce sont des œuvres, oui, super pour interpréter. D'un autre côté, parfois, on va retrouver des œuvres qui cachent plus un problème de compréhension. Là, il va y avoir une seule bonne réponse possible. Tauvron nous dit que l'auteur ne veut pas rendre immédiate la saisie ou le résumé de l'intrigue. Bref, œuvre réticente, c'est comme si elle résiste à la compréhension première du lecteur. Il va falloir le guider, mais on va tous arriver à la seule et même réponse possible. Bref, il faut retenir que chaque œuvre est unique. Il faut se demander si se cache un problème de compréhension avec une seule bonne réponse ou un problème d'interprétation avec plusieurs bonnes réponses possibles. Maintenant qu'on a défini les différents types de problèmes qu'il peut y avoir dans une œuvre, des problèmes de compréhension et d'interprétation, comment choisir une œuvre littéraire pour soutenir l'interprétation? Turgeon a proposé des critères qu'on peut retrouver dans les œuvres interprétative. Voici 3 critères dans cette diapo. Souvent dans ces œuvres, il va y avoir des narrateurs personnages. Il va y avoir des blancs dans la narration où il va falloir imaginer ce qui s'est passé. Et les personnages sont souvent ambivalents, avec des personnalités moins définies et des intentions moins claires. Tauvron a identifié plusieurs critères, comme on le disait précédemment. Ces 3 suivants sont aussi présents dans les œuvres interprétatives. On va retrouver des messages symboliques, des écritures équivoques, c'est-à-dire qu'il y a eu une manipulation de sens, un détournement là, qui va solliciter une pluralité d'interprétations. Et souvent, on va avoir une fameuse fin ouverte qui appelle le lecteur à imaginer ce qui va arriver. Et oui, enfin des exemples d'œuvres permettant d'interpréter. Si vous allez consulter le site anciennement nommé Livres ouverts, qui porte maintenant le nom de Constellation, vous allez pouvoir trouver différentes œuvres permettant l'interprétation. Je vous pose la question. Qu'est-ce que les œuvres qui sont ici mises sur la diapo ont en commun? Toutes ces œuvres sont des albums, parce que dans l'album, le rapport texte-image peut favoriser l'interprétation. On vous avait annoncé qu'on allait en parler, donc on va prendre quelques diapositives pour expliquer les différents types de rapports texte-image. Le rapport texte-image comporte 3 types de relations. La relation de redondance, de collaboration et d'opposition.
Dans la redondance, l'image va reprendre l'information du texte. Donc, ça va venir soutenir la compréhension. Par exemple, le rapport texte-image de collaboration, l'image va venir ajouter, compléter, nuancer l'information du texte. Donc, ça va être intéressant pour l'interprétation et la compréhension. Le troisième rapport texte-image est un rapport d'opposition. L'image contredit le texte. L'image va être riche pour interpréter. Selon Tauvron, l'album contemporain, par la complexité de sa relation texte-image, place nos lecteurs, nos élèves, dans une situation problème qui va favoriser une lecture active et qui va susciter le fameux travail interprétatif. Alors, enseigner à nos élèves à lire les illustrations va nourrir grandement leur capacité à comprendre et à apprécier, mais aussi à interpréter les œuvres. Quoi de mieux qu'un exemple concret de rapport texte-image? Alors voici, pour la redondance, un extrait de Dents d'acier de Claude Boujon. Donc, dans cette capture d'écran, on voit dans le texte et l'illustration la même information. On dit dans le texte « Et voilà que le grand-père s'en mêle les pieds sur le pas de la porte, et voilà qu'il tombe sur cette fameuse dent, et voilà qu'elle se casse et qu'elle dessine dans le ciel bleu une jolie trajectoire. Renardeau se précipite, l'attrape au vol et crie à son grand-père « Papy, je l'ai, on va la garder ». Donc, vous voyez dans l'illustration le même contenu que ce que je viens de lire. C'est la redondance. Voici un exemple d'un rapport texte-image de collaboration. C'est une capture d'écran de Au-delà de la forêt de Nadine Robert. Dans l'illustration, on voit nos trois personnages derrière un muret de pierre et on voit au loin des nuages. Donc, on s'imagine qu'ils sont bien en hauteur puisqu'on ne voit pas de forêt ou le sol encore. Les oreilles sont dressées chez nos personnages, les yeux ouverts, la bouche ouverte. Et là, le texte nous dit, arrivé au sommet, le souffle coupé, nous découvrons enfin ce qu'il y a au-delà de la forêt. Donc ici, on peut venir voir la belle collaboration qu'il y a entre le texte et l'image, qu'il y a une petite nuance. Est-ce le souffle coupé parce qu'on est ému, surpris, apeuré? C'est un travail interprétatif qui va venir se compléter avec la suite de la lecture et avec les indices que les élèves auront amassés aussi dans les pages précédentes. Ah, voici un exemple d'un rapport texte-image où il y a une opposition. C'est une capture d'écran de l'album Chasse aux gorilles de Stéphane Henrique. Dans la double page, à gauche, on voit un être petit, ventru, face à un autre personnage plutôt grand. Et à droite, on voit deux explorateurs se faire trimballer dans un hamac. Ils ont l'air plutôt bien assis. Le mouvement a l'air d'être assez doux. Ils ne sont pas trimballés avec rudesse. Et il y a même un explorateur qui en profite pour fumer la pipe. Là, si on s'attarde au texte, il nous dit ceci. Les pygmées sont des êtres anormalement petits et d'une inhospitalité légendaire. Donc, la tension est là, l'opposition et la contradiction sont évidentes, créent un effet humoristique et on peut réfléchir avec les élèves, mais quel est le message de l'auteur? Pourquoi avoir voulu créer cette tension? Il y a sûrement quelque chose en arrière de ça, puisque tout au long de l'œuvre, la contradiction va être présente. Donc, l'enseignement du rapport texte-image est une super clé pour aider nos élèves à comprendre, mais aussi à interpréter. Il ne faut surtout pas se cacher qu'il y a des difficultés chez les élèves qui sont liées au texte littéraire. Et Turgeon a pris le temps d'aller observer qu'est-ce qui fait obstacle finalement chez les élèves au travail interprétatif. Les enseignants en classe ont sûrement déjà constaté qu'il n'est pas facile d'amener nos élèves à interpréter et ceci tient entre autres à quelques raisons qui ont été identifiées par Turgeon. C'est intéressant de prendre le temps de s'y attarder puisque des avenues intéressantes seront proposées ensuite. Donc, les obstacles qui se dressent et entravent le travail sont de deux ordres. En fait, le premier va être surtout attribuable à une posture chez l'élève qui est la suivante. Les élèves cherchent les réponses littérales alors qu'il n'y en a pas dans le texte. Il y a comme une espèce de déséquilibre entre les droits du lecteur et les droits du texte. Ensuite, le sens du texte est déformé par les émotions, les attentes et les références de nos élèves lecteurs. Les élèves ne vont pas confronter leur lecture à la
à la réalité du texte. Puis finalement, il y a une espèce d'absence de questionnement chez les élèves. On accepte tout parce que c'est un texte, c'est écrit et l'élève n'ose pas se questionner. Ensuite, le deuxième obstacle lié à l'interprétation en classe pourrait être relié au type d'œuvres qui sont présentées ou qui sont choisies et qui nourrissent nos élèves au quotidien en classe, parce que la vision de la lecture est bien sûr influencée par les œuvres qu'on va fréquenter ou qui vont nous être présentées. Donc, peut-être que les élèves ont une conception de la lecture qui correspond à la catégorie d'œuvres accessibles. On va appeler ça des œuvres lisses, c'est-à-dire qu'elles sont divertissantes, elles vont permettre au lecteur de s'identifier au personnage, comme dans La vie compliquée de Léa Olivier ou Le journal d'un dégonflé. Mais ce sont des œuvres qui nécessitent peu ou pas d'interprétation. Alors, elles sont importantes et elles sont choisies par les jeunes parce qu'ils s'y retrouvent. Elles permettent l'identification. Elles font rire, elles font peur et souvent, c'est qu'elles sont accessibles en lecture autonome. Ce qu'on cherche en classe, c'est à créer un équilibre. Il faut oser présenter des œuvres qu'on va appeler peut-être un peu plus riches, où il va y avoir place à l'interprétation, mais là, ça va demander un accompagnement de la part de l'enseignant. Les élèves vont y prendre goût tranquillement parce qu'elles vont stimuler leur intelligence pour résoudre les fameux problèmes interprétatifs. Puis, à la longue, ça va les amener à avoir confiance en leur capacité de lecteur. Puis ces œuvres-là, on va vous en présenter, on en a présenté précédemment. C'est des œuvres engageantes qui posent des problèmes, qui stimulent l'intelligence, comme dans Mon jour de chance ou encore Le cœur et la bouteille. Donc, il faut se rappeler que peut-être nos élèves choisissent souvent des œuvres qui leur sont accessibles, proches de leur réalité, mais peut-être où il y a un peu moins de place à l'interprétation. C'est pourquoi il faut les confronter et les amener en les tenant par la main vers des œuvres un peu plus complexes. Comme on vient de le dire précédemment, pour aider les élèves à aborder des œuvres interprétatives, il va falloir les guider, mais avant, il va falloir répondre à la problématique reliée à leur conception de ce qu'ils ont le droit de faire avec les textes littéraires. Donc, pour interpréter, il va falloir prendre le temps de faire éclore différentes postures chez les élèves, dont, entre autres, les amener à connaître leurs droits du lecteur, savoir qu'un texte est incomplet par nature. En fait, il faut accepter le malaise. Une phrase clé, c'est peut-être développer un confort à l'inconfort. Que oui, il va falloir apprendre à faire coïncider les différentes avenues, les possibles retenues interprétatifs, mais avec les droits du texte. Et souvent, les élèves ne s'autorisent pas à recourir à leurs savoirs qui sont acquis à l'extérieur du cadre scolaire. Alors, ça va être très important d'activer leurs connaissances antérieures et de donner place à ça pour interpréter. Souvent, les élèves pensent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Bien sûr, ça va être primordial de collaborer avec le texte, d'être actif, bref, d'avoir une espèce de position d'explorateur. C'est un contrat à expliquer pour défaire les schèmes de pensée chez certains de nos élèves. Et bien sûr, la rétroaction de l'enseignant et des pairs sont essentielles et doit être fait dans un climat d'accueil positif pour que les élèves osent risquer et explorer des nouvelles avenues interprétatives. On amorce la dernière partie de cette présentation sur l'interprétation au deuxième et troisième cycle du primaire en vous partageant 3 exemples à partir d'albums pour soutenir le développement de la compétence à interpréter chez vos élèves. Un premier exemple va s'appuyer sur le rapport texte-image. Le deuxième présente une fin ouverte et le troisième exemple fait place au symbolisme. Donc, on y va pour le premier exemple. Alors, on vous présente comme première proposition pour soutenir l'interprétation en classe l'observation du rapport texte-image. On a choisi un album inspirant intitulé Le jour où Zoé Zozota de Pierre Pratt. C'est un album inspirant
comme nous l'avons dit, mais aussi déstabilisant parce qu'il se présente comme un abécédaire. C'est un choix qui peut étonner pour parler de l'interprétation. En fait, chaque double page présente à gauche une phrase avec un tautogramme et à droite une illustration en opposition, en contradiction, ce qui permet de démontrer à nos élèves ce qu'est l'interprétation. On se rappelle en début, en première partie, on parlait qu'une part du processus d'interprétation appartient à la créativité. Donc, dans cet album, l'image nous offre des indices, le texte est une phrase, va nous forcer à faire des associations parfois saugrenues, farfelues. Alors, les élèves vont être obligés de justifier leur explication en se basant sur des connaissances antérieures, le contexte qui est offert par l'illustration, en se basant aussi sur leur expérience personnelle ou encore à une référence au monde culturel ou peut-être, ne le sait-on jamais, littéraire. Donc, allons voir plus précisément de quoi il en retourne. Voici un exemple d'une double page de l'album abécédaire, le jour où Zoé zozota. Donc, on voit dans l'illustration à droite de la double page une femme qui pousse un landau sur un trottoir bordé d'une part d'un mur de briques et de l'autre d'un cours d'eau. Quelle serait l'interprétation possible lorsqu'on lit le texte qui accompagne l'image? Lululi se sentit libérée. Alors voici. Une interprétation pourrait être la suivante. On pourrait dire que la femme, nommée Lululi, vient d'accoucher et que se sent enfin libérée. Une autre interprétation plausible pourrait être de dire que Lululi est le bébé dans la poussette et que ce dernier vient d'éructer ou de se soulager d'un gaz. Les indices présents dans le texte et l'illustration sont en lien avec l'interprétation et l'élève va pouvoir justifier en se basant sur ses connaissances antérieures ou encore son expérience personnelle. Un contre-exemple d'une interprétation qui ne prendrait pas appui sur l'illustration ou le texte serait de dire que Lulu s'en va chez l'esthéticienne avec son chat dans son landau. Comme chaque double page est indépendante l'une de l'autre, on ne peut pas s'appuyer sur les pages précédentes ou suivantes. Il faut puiser directement dans la double page, faire preuve de créativité, mais encore ne faut-il pas aller de manière éclatée vers des directions qui n'ont pas vraiment de sens au niveau de l'interprétation. Donc, voici une façon originale de parler de l'interprétation en classe en observant le rapport texte-image. Alors, on offre une démarche pour refaire ce travail en classe interprétatif à partir de l'album. Donc, ça peut être une lecture qui est faite à voix haute. L'intention pédagogique, c'est de tisser des liens entre le texte et les illustrations en trouvant des interprétations possibles. Et on voit que dans la progression des apprentissages, en page 74, que ça correspond au libellé C, explorer différentes interprétations d'un même texte en s'ouvrant aux interprétations d'autres personnes. Donc, en groupe ou encore en équipe, les élèves peuvent proposer des interprétations pour quelques doubles pages, les justifier à voix haute. En équipe, ils peuvent tenter d'élaborer une interprétation commune d'une double page en débattant et présenter ensuite leur interprétation au groupe. Finalement, cet album, les liens qu'il y a entre le texte et les illustrations sont des fois très serrés, mais parfois plus larges. Donc, ça offre une grande liberté d'interprétation, puis ça stimule beaucoup l'imagination. Malgré la simplicité des phrases tautologiques, puis parfois la récurrence, la difficulté de l'ouvrage réside dans la nécessité d'interpréter chaque phrase en lien avec l'illustration. Le vocabulaire est riche, il est diversifié, puis il emporte les élèves vers des univers insolites. Puis parfois, on peut avoir des très beaux moments poétiques, comiques ou encore dramatiques. Maintenant, allons voir une deuxième façon de travailler l'interprétation. La deuxième proposition pour soutenir l'interprétation en classe, c'est d'utiliser un album où il y a une fin ouverte, comme dans le cas de l'album Le vieux Thomas et la petite fille de Dominique Demers et Stéphane Poulain. Dans cet album, on peut amener les élèves à partager leurs impressions, leur façon de comprendre l'histoire et d'interpréter la finale, parce qu'une fin ouverte, ça laisse souvent place à l'imagination. Il va falloir penser à une suite, ou parfois on va être amené à faire une relecture de l'histoire où des indices vont être repris pour être interprétés différemment.
Donc, allons voir ce qu'on peut faire comme petite démarche avec nos élèves en classe. Pour interpréter la fin ouverte de l'album du Vieux Thomas et La Petite Fée, on propose comme démarche ceci. On commence par faire une lecture interactive de l'œuvre. Ainsi, nos élèves vont être à même de comprendre l'histoire, d'y réagir pour éventuellement ensuite pouvoir interpréter la fin qui est une histoire, qui est une fin ouverte. Donc, on prend le temps de bien préparer la lecture, on planifie des arrêts pour favoriser les échanges entre nos élèves. Pour faciliter le travail, les enseignants peuvent se référer à la fiche thématique qui est sur le site Constellation dans la section Continuum, le site anciennement nommé Livres ouverts, où vous allez trouver une série de questions touchant aux réactions, à l'interprétation, à l'appréciation. Et ainsi, les élèves vont être prêts ensuite pour interpréter la fin ouverte de l'histoire. Alors, allons voir ce qu'on fait comme activité. Une fois l'histoire lue, l'enseignant montre la dernière page aux élèves et les invite à interpréter l'illustration. En sous-groupe, les élèves vont pouvoir échanger et interpréter qu'est-ce que l'auteur veut nous inviter à imaginer. Donc, l'illustration nous propose une interprétation ouverte. Que se passe-t-il ensuite? La petite fille, on la voit, se retrouve sur une plage où un humain tend la main pour la cueillir. Quelles interprétations sont plausibles? Peut-être que les élèves pourront dire que la petite fille poursuit sa mission d'apporter la joie à des gens en détresse et se retrouve sur une nouvelle île où quelqu'un a besoin d'elle. C'est une interprétation plausible compte tenu de l'histoire qui a été lue. Les élèves pourraient aussi proposer que la fille retourne auprès de son créateur parce qu'elle a accompli sa mission auprès du vieux Thomas, ou encore qu'elle est morte en se jetant à la mer comme le vieux Thomas l'a fait. Bref, les élèves peuvent relire les pages de l'histoire, s'appuyer sur les illustrations et échanger pour justifier leur interprétation personnelle de cette fin ouverte. Voici la troisième et dernière proposition pour soutenir l'interprétation, les symboles. À partir de l'album Moi j'attends de David Cali et Serge Bloch, vous pouvez inviter les élèves à spéculer sur la symbolique du fil rouge à chacune de ces métamorphoses. Dans l'album Moi j'attends, un fil rouge se déroule dans les moments charnières de la vie d'un homme et d'une femme pour illustrer la signification de leur lien affectif, leur coup de foudre, l'attente d'un signe de vie de la part de l'autre, de la peur de perdre l'autre, de la naissance d'un enfant, etc. Le fil rouge change de symbolique selon la situation présentée dans l'histoire. C'est intéressant d'amener les élèves à prendre conscience qu'un objet et une couleur peuvent représenter un symbole ou plusieurs symboles, comme c'est le cas dans Moi j'attends. Maintenant, la démarche qui est proposée avec nos élèves, c'est qu'on leur fait découvrir cet album en faisant une lecture à voix haute. L'intention est de découvrir ce qu'attend l'homme et la femme, dépendant des versions, sur la première de couverture. Ensuite, on fait une relecture avec l'intention pédagogique suivante. Quels sont les différents symboles du fil rouge à travers l'histoire? Ça nous permet de travailler ce que dans la progression des apprentissages, on amène les élèves à négocier au besoin une interprétation qui fasse l'unanimité et ainsi, ils vont devoir confirmer, nuancer ou changer leur interprétation à la suite des échanges. Alors, en sous-groupe, les élèves peuvent recevoir différentes sections de l'histoire et négocier les interprétations du fil rouge. À travers les trois exemples présentés d'exploitation d'albums, on remarque que les échanges entre les élèves et les enseignants sont au cœur des dispositifs pour développer la capacité à interpréter. Les chercheurs, et je cite, ont constaté que les activités d'interaction sociale, au cours desquelles les élèves sont invités à construire collectivement le sens des textes, seraient propices au développement des habiletés interprétatives. Les élèves sont amenés à travers les dynamiques de réflexion à comprendre qu'il existe d'autres manières de percevoir, de ressentir que la leur. Et la réception de l'œuvre s'en trouve éclairée, enrichie, voire modifiée. Nous voilà rendus finalement à la fin de notre présentation sur l'interprétation et on va conclure avec ce que JSON nous apporte concernant la posture que les enseignants peuvent adopter pour mieux discuter avec leurs élèves et faire émerger des belles discussions chez eux.
Elle nous fait réfléchir en nous disant que d'accepter parfois les idées différentes des élèves, au début, leurs commentaires peuvent sembler ce qu'on va qualifier, avec les mots de Giasson, d'un grain de sable, mais en laissant place aux échanges et en laissant le temps, ceux-ci peuvent parfois devenir de vraies perles. Les postures à adopter chez les enseignants pour favoriser ces discussions enrichissantes, c'est de guider au lieu d'interférer, d'encourager la participation, d'aider ceux qui ont de la difficulté à prendre part à ces moments d'échange, d'accepter les idées différentes pour justement laisser les perles émerger et de faire confiance aux questions formulées par les élèves parce qu'ils peuvent nous mener sur des sentiers qu'on n'aurait pas nous-mêmes empruntés. On termine avec un petit cadeau. Dans cette capture d'écran, vous allez retrouver plusieurs propositions de questions clés pour favoriser l'interprétation lorsque vous exploitez des albums. Bien sûr, ce sont des questions génériques et c'est intéressant de prendre des questions et bien sûr de les adapter en fonction des œuvres que vous aurez lues et que vous lirez à vos élèves. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous inspirer des différents outils qui sont sur le site anciennement nommé Livres ouverts qui s'appelle Constellation. Il y a des pistes pédagogiques pour exploiter des œuvres et vous retrouverez dans ces pistes plusieurs idées pour interpréter en classe. Vous êtes à la recherche d'œuvres propices à l'interprétation. Voici dans cette capture d'écran un partage de ressources. Les liens cliquables vous mèneront vers des sites Internet où vous trouverez une panoplie d'idées ou encore d'œuvres exploitables en classe. Et vous, avec quoi repartez-vous? Si on se rappelle la citation du début de la formation qui disait « Ce qui importe, ce n'est pas de lire, mais de le relire », on constate que tout n'est pas figé dans un texte. Ce qui est important, c'est de le questionner, de trouver le message, les symboles, de discuter et d'échanger pour faire émerger toute la richesse interprétative du texte. Donc, prenez quelques instants pour noter sur un bout de papier ce que cette formation apporte, les réflexions qu'elle suscite, les différentes pistes qui ont été proposées, comment elles peuvent s'intégrer et être vécues dans votre classe. Si vous voulez aller plus loin et lire des documents de référence sur l'interprétation, on vous invite à consulter les diapositives suivantes où une série de références vous sont proposées.